Chunk One. Mais quand j'ai entendu parler de Little Marvin, qui est ce réalisateur, scénariste, juste un génie, ils l'ont appelée la reine des films d'action. Derrière les caméras, Pam Grier menait des batailles que personne ne connaissait. À 6 ans, elle a été attaquée par des garçons qui auraient dû la protéger. À 18 ans, cela s'est reproduit. Puis, des producteurs hollywoodiens ont essayé d'acheter son corps pour des rôles au cinéma. Elle les a tous repoussés. Mais en 1988, son plus grand ennemi n'était pas une personne. Il grandissait à l'intérieur d'elle. Et la façon dont elle est tombée malade allait révéler un secret qui a ébranlé Hollywood à jamais. Pam Grier est née le 26 mai 1949 à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Sa mère, Gwendolyn, travaillait comme infirmière et son père, Clarence, était dans l'armée de l'air. À cause de son travail, la famille déménageait tout le temps. Pam avait l'impression de n'avoir jamais eu de vraie maison. En 1956, alors qu'elle n'avait que 7 ans, ils ont déménagé jusqu'à Swindon, en Angleterre. C'était un nouveau monde étrange, mais Pam a remarqué quelque chose de surprenant. Les enfants là-bas ne la détestaient pas parce qu'elle était noire. Elle a dit plus tard, « Ils ont été élevés pour détester les Allemands, pas nous. » Ce moment est resté gravé en elle. En 1958, la famille est revenue en Amérique et s'est installée près de Denver, dans le Colorado. Mais la vie ici n'était pas tendre. Quand Pam n'avait que 6 ans, un cauchemar s'est produit qui allait la marquer à jamais. Elle rendait visite à sa tante à Swink, dans le Colorado. Là, elle a été encerclée et attaquée par plusieurs garçons plus âgés, dont son cousin. Ils l'ont emmenée dans une buanderie et l'ont violée. Un réparateur de téléphone est entré pendant l'agression et a fait fuir les garçons, puis a tranquillement continué à réparer le téléphone comme si de rien n'était. Pam n'a jamais oublié ça. Elle a dit que cela l'avait transformée d'une petite fille heureuse en quelqu'un qui avait peur du monde. Elle a commencé à bégayer. Elle n'en a parlé à personne pendant des années parce qu'elle avait honte. À 18 ans, cela s'est reproduit. Elle a été violée lors d'un rendez-vous et la douleur qu'elle avait enfouie profondément est revenue et en force. Elle ne parlerait de tout cela que lorsqu'elle écrirait ses mémoires des décennies plus tard. Chunk 2. Au début des années 1960, Pam a été confrontée à une autre cruelle réalité, le racisme américain. De retour en Angleterre, les gens remarquaient à peine sa couleur de peau. Mais à Denver, tout était différent. Les bus ne s'arrêtaient pas pour eux. Les restaurants les refusaient. Pam a une fois essayé d'entrer dans une piscine et on lui a dit qu'elle était réservée aux Blancs. Même en 1969, elle et son père ne pouvaient pas essayer des vêtements dans certains magasins. Il était clair qu'ils n'étaient pas les bienvenus, mais Pam venait de racines fortes. La famille de sa mère avait échappé à l'esclavage grâce au chemin de fer clandestin et avait trouvé la liberté dans le Wyoming. Cette histoire de survie a donné de la force à Pam et elle a contribué plus tard à façonner les rôles puissants qu'elle a choisis dans les films. À 18 ans, en 1907, Pam a participé au concours Miss Colorado Universe. Elle ne l'a pas fait pour la gloire, mais pour aider à payer ses études universitaires. Elle étudiait au Metropolitan State College et avait besoin d'argent. Elle n'a pas remporté la première place, mais elle a terminé parmi les finalistes. Rien que cela était un exploit pour une fille métisse à l'époque. Plus important encore, quelqu'un au concours l'a remarqué et lui a donné un contact à Hollywood. Et c'est ainsi qu'elle a trouvé son premier agent. Peu de temps après, elle chantait en tant que choriste pour Stevie Wonder et Sly Stone. Elle a même regardé Jimi Hendrix enregistrer. Cette année-là, elle a emballé ses affaires et a déménagé à Los Angeles. Mais la vie à Los Angeles n'était pas glamour. C'était dur. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas de relations. Alors, elle a menti pour obtenir un emploi au standard d'une agence de casting et a appris le système téléphonique sur le champ. Elle a fait plusieurs emplois juste pour survivre. Elle était hôtesse, réceptionniste, même modèle nu pour des étudiants en art. Elle mangeait parfois un seul repas par jour et ne dormait que quelques heures chaque nuit.
Entre 1967 et 1970, elle a occupé plus de 40 emplois différents. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour rester à flot tout en poursuivant ses rêves. Chunk, 3. De retour à Denver, l'école avait été douloureuse pour Pam parce qu'elle était métisse. Noire, hispanique, philippine, chinoise et cheyenne. Elle ne ressemblait à personne d'autre. Les enfants l'intimidaient, l'insultaient, la frappaient. Même. Alors, elle a pris des cours d'autodéfense. Elle s'est entraînée aux arts martiaux non seulement pour se défendre, mais aussi pour se sentir à nouveau forte. Ses compétences ont ensuite fait partie de qui elle était à l'écran. Elle ne faisait pas semblant d'être dure dans les films. Elle l'était vraiment. En 1968, à seulement 19 ans, elle a pris une décision audacieuse. Elle a appelé cet agent hollywoodien du concours et a dit qu'elle y était prête. Avec seulement 200 $ en poche, elle a emménagé dans un minuscule appartement de 18 mètres carrés avec 2 autres filles. Son premier travail d'actrice a été un rôle de figurante non créditée dans le film culte Beyond the Valley of the Dolls, sorti en 1970. Elle a gagné seulement 25 $, mais a passé ses longues journées à regarder et à apprendre des vrais acteurs. C'est devenu son école d'art dramatique. Mais le système n'était pas conçu pour quelqu'un comme elle. En 1969 et 1970, on ne lui a proposé que des rôles qui mettaient en scène des stéréotypes. Femmes tribales, méchantes exotiques, danseuses de fond. L'argent était mauvais et les rôles étaient pires. Tout a changé au début de 1970 lorsque le producteur Roger Corman l'a vue lors d'une fête. Il a été frappé par sa taille et sa force. Il lui a offert un rôle dans un nouveau film intitulé The Big Doll House. Pam savait que c'était sa chance. Elle s'est entraînée dur, en faisant des heures et des heures d'arts martiaux et de pratique des armes. Elle a même pris 7 kilos de muscles. Cette fois, elle était prête. Mais au moment où les choses s'amélioraient, la catastrophe a frappé. La même année, elle était massa. Elle a été invitée à une réunion avec un grand producteur hollywoodien. Il lui a dit sans détour « Couche avec moi ou tu n'auras pas le rôle ». Pam a refusé. Il a essayé de l'agresser et elle a dû se battre physiquement pour le repousser. Chunk 4. Elle a pensé à abandonner, à retourner à Denver, à quitter Hollywood, mais elle ne l'a pas fait. Elle est de feu qu'il y a à l'intérieur d'elle n'a fait que grandir. Chaque rôle après cela était une façon pour elle de se défendre. En 1971, son rôle dans The Big Doll House est devenu un succès surprise. Il a rapporté 10 millions de $ au box-office, même s'il a été filmé pour seulement 125 000 $. Elle a joué une détenue coriace qui a fait ses propres cascades, y compris une scène de lutte dans la boue, qui a dû être filmée pendant 3 jours dans une scène jusqu'aux genoux après qu'une tempête a détruit le décor. Roger Corman a admis que le film s'est avéré plus sexy et plus brut que prévu, mais ce fut un succès retentissant. Il a lancé à la fois Pam et un tout nouveau genre de film de femmes en prison. La même année, elle a joué une directrice sadique dans Women in Cages. C'était brutal et controversé. Elle a torturé d'autres personnages dans des scènes qui ont repoussé les limites de ce que le public pouvait supporter. Pam a dit plus tard qu'elle n'était pas fière de ces scènes de nu. Elle s'est sentie piégée, utilisée, mais le rôle l'a rendue inoubliable. Les gens ne pouvaient pas la quitter des yeux. En 1972, elle a joué dans The Big Bird Cage. Elle a joué une rebelle planifiant une évasion de prison en utilisant de vraies tactiques de guérilla enseignées par d'anciens combattants aux Philippines. Les scènes d'action étaient intenses et parfois dangereuses. Dans une scène, un prisonnier a été écrasé sous un moulin à bambou. Tout dans le film semblait réel, parce que certaines parties l'étaient. Pam ne faisait pas que jouer. Elle faisait ses propres cascades et utilisait un entraînement réel. En 1973, elle a joué dans Scream Blackula Scream. Elle a joué une prêtresse vaudou nommée Lisa qui pouvait guérir la malédiction d'un vampire. Pam s'est battue pour rendre le personnage fort. Pas juste une autre femme effrayée dans un film d'horreur.
Elle a refusé de faire des scènes de nu et a exigé que les éléments vaudous soient traités avec respect. Même si le vampire avait encore la plupart du pouvoir dans l'histoire, le personnage de Pam a tenu bon. La même année, Pam Grier est devenue une légende. Dans Coffy, elle a joué une infirmière qui s'est transformée en justicière après que sa sœur a été détruite par la drogue. Chunk 5. Le film a rapporté 2 millions de dollars et n'a coûté que 125 000 dollars à produire. Pam a elle-même inventé l'un des moments les plus fous du film. Elle a caché des lames de rasoir dans ses cheveux afro et les a utilisées pendant une scène de combat. C'était choquant, brut et inoubliable. Cette seule scène est devenue un symbole de tout ce que Pam représentait. Audacieuse, intrépide et imparable. Elle ne faisait pas que jouer un héros, elle en était un. Pam Grier n'a jamais joué la sécurité. En 1974, lorsque Foxy Brown est sorti en salle, les gens n'étaient pas prêts à ce qu'ils ont vu. Une scène en particulier a glacé le public. Son personnage ne s'est pas contenté de se venger. Elle s'est assurée que ça fasse mal. Après que l'homme qui a tué son petit ami a été attrapé, le personnage de Pam a ordonné quelque chose de brutal. Elle l'a fait castrer. Puis elle a livré ce qui restait de lui à sa petite amie, dans un bocal en verre. Ce n'était pas une cascade réalisée par quelqu'un d'autre. Pam a chorégraphié le tout elle-même. Elle voulait que ça ait l'air réel. Ça a marché. Cette scène a aidé Foxy Brown à gagner environ 4 millions de dollars. Mais plus que cela, elle a réécrit ce que les femmes pouvaient être dans les films d'action. Elle n'était pas une victime. C'était elle que les gens craignaient. La même année, elle a filmé La Reine où elle a joué une gladiatrice. Elle s'est entraînée avec de vraies épées, a pris des coups, a eu des bleus et a continué. Au cours d'une folle poursuite en char, elle s'est blessée. Mais Pam n'était pas le genre d'actrice qui fuyait la douleur. Elle s'y est plongée. Le film a été réalisé pour seulement 75 000 dollars et c'était la deuxième fois qu'elle travaillait avec Margaret Marov. Ce n'était pas juste un film. Junk 6. C'était la preuve que Pam pouvait survivre à tout, même dans la Rome antique. En 1975, elle a joué dans Sheba Baby. Elle a utilisé ses vraies compétences en karaté pour jouer une détective privée combattant la mafia. Mais même avec toute cette action, le film n'a pas bien marché. Les gens commençaient à se détourner des films de Black Exploitation. Les critiques l'ont appelé Pam Grier Light parce qu'il n'avait pas le tranchant ou la violence de Foxy Brown. Il semblait trop propre, trop sûr. Ce n'est pas ce que les gens attendaient d'elle. Plus tard, cette même année, Friday Foster est sortie. Pam a conduit elle-même lors d'une folle poursuite en voiture. Elle a joué une photographe devenue détective qui se retrouve au milieu d'un complot d'assassinat. Le film ne parlait pas que de sensations fortes. Il avait quelque chose à dire. Il a montré comment les leaders noirs étaient ciblés. Il parlait d'unité et d'avenir. C'était son dernier film avec American International Pictures. Elle n'utilisait plus seulement des armes à feu. Elle utilisait aussi son cerveau. Toujours en 1975, elle a joué Arta dans Bucktown. Elle s'est battue contre des policiers corrompus dans une petite ville. Il y a eu un moment pendant le tournage où elle a improvisé une ligne sur les droits cis-rois des femmes. Ce n'était pas dans le scénario, mais cela a tellement frappé les spectateurs tests qu'ils l'ont gardé. Cela a montré à quel point la présence de Pam était puissante. Même quand elle ne lisait pas le scénario, ses mots comptaient. Ce film est devenu l'un de ses derniers grands succès, avant que l'ère de la Black Exploitation ne s'estompe. Puis, les choses ont pris une tournure. En 1941, elle a joué un rôle complètement différent dans Fort Apache, The Bronx. Elle était Charlotte, une prostituée toxicomane qui tue des policiers. C'était sombre et troublant. Elle a partagé l'écran avec Paul Newman, qui a gagné 3 millions de dollars et 15% des bénéfices pour le film. Chunk 7. Le rôle de Pam était petit mais inoubliable. Les critiques l'ont qualifiée d'effrayante. Ce rôle a montré qu'elle pouvait aller en profondeur et dans l'obscurité, mais il a également commencé à la cantonner dans des rôles de femmes brisées au lieu de héros.
En 1983, elle a rejoint un film Disney intitulé Something Wicked This Way Comes. Elle a joué la sorcière de la poussière. Mais Disney a paniqué après que les spectateurs tests n'aient pas aimé. Ils ont dépensé 4 millions de dollars pour refaire le film. Les scènes de Pam ont été réduites ou supprimées entièrement. Le film a raté sa date de sortie de 5 mois. Disney était nerveux à l'idée de montrer une femme noire dans un rôle fantastique. Ils ont blâmé le public. Mais la vérité est qu'Hollywood ne voulait pas de femmes comme Pam dans des histoires magiques. C'était déchirant. Entre 1945 et 1939, elle a trouvé une nouvelle maison à la télévision. Dans Miami Vice, elle a joué Valerie Gordon, une détective new-yorkaise. Elle a apporté une expérience réelle au rôle grâce à son éducation militaire et aux antécédents de sa famille. Elle ne faisait pas que jouer les durs, elle le comprenait. Ses intrigues étaient brutes, impliquant souvent sa sœur disparue et des diplomates corrompus. Elle a montré de la force et de la vulnérabilité en même temps. Ce rôle a contribué à maintenir sa carrière en vie pendant une période difficile. Pendant ce temps, elle a également commencé à diriger des pièces de théâtre à UCLA. Elle a travaillé sous la direction de Roman Polanski, essayant d'apprendre tout ce qu'elle pouvait. Elle a mis en scène une version entièrement noire de Frankie and Johnny, dans l'espoir de montrer au monde que les acteurs noirs avaient leur place dans tous les types d'histoires. Les critiques étaient mitigées, mais Pam s'en se fichait. Elle apprenait à prendre le contrôle. Sa vie amoureuse avait toujours été douloureuse. Au début des années 1970, elle est sortie avec Karim Abdul-Jabbar, alors qu'il s'appelait et encore Lou Al-Sor. Il voulait qu'elle se convertisse à l'islam, qu'elle porte un hijab et qu'elle renonce à son indépendance. Elle a refusé. Ils se sont séparés en 1973. Chunk, 8. Plus tard, en 1973, elle a rencontré Freddie Prinze. Il avait 19 ans et était déjà une immense star, mais il était instable. En 1967, il l'a appelée avant de se suicider. Elle a essayé de l'arrêter, mais il a raccroché. Quelques heures plus tard, il était mort. Elle n'a jamais cessé de se sentir coupable. Puis vint Richard Pryor. Ils ont commencé à sortir ensemble en 1975. Il était charmant et brillant, mais sa consommation de cocaïne était hors de contrôle. Lors d'une visite chez le médecin, Pam a découvert quelque chose d'horrifiant. Il y avait des résidus de cocaïne à l'intérieur de son corps. Cela venait de lui. Elle l'a confronté. Il ne l'a pas pris au sérieux. Elle l'a quitté en 1976. Mais cela ne s'est pas arrêté là. En 1980, lors d'une visite sur le plateau de Stir Crazy, elle l'a trouvé en train de fumer du crack. Elle l'a supplié d'arrêter. Il a refusé. Quelques mois plus tard, il a pris feu lors d'un autre accident de fumage de crack. Elle n'a pas été surprise. Elle l'avait vu venir. Elle a également eu une brève aventure avec Wilt Chamberlain. Des années plus tard, il a mentionné leur rencontre dans son livre, affirmant avoir couché avec 20 000 femmes. Il a partagé des détails privés sans sa permission. Elle était furieuse. Elle a appelé cela de l'exploitation. Personne n'a demandé ce qu'elle ressentait d'être nommée dans une liste comme celle-là. En 1988, Pam Grier avait 39 ans et était au sommet de sa carrière. Elle était en forme, active et menait une vie saine. Elle courait 6 miles chaque jour, ne mangeait pas de viande et restait à l'écart des drogues et de l'alcool. Chunk 9. Elle pensait que tout allait bien. Elle planifiait son avenir, regardait des maisons, pensait au mariage et aux enfants. Puis un appel téléphonique a tout changé. Ce qu'elle pensait être un examen de routine s'est transformé en quelque chose de terrifiant. Les médecins lui ont dit qu'elle avait un cancer du col de l'utérus de stade 4. Pas le stade 1 ou 2, mais le stade 4. Ils lui ont donné 16 à 18 mois à vivre. On lui a remis un dossier géant, rempli de documents médicaux, et on lui a dit de commencer à préparer son testament. Il ne pouvait même pas commencer le traitement tout de suite, parce que son corps avait besoin de temps pour se remettre d'un traumatisme chirurgical.
Elle a dû vivre avec cette nouvelle pendant 6 semaines, pendant que le cancer continuait de se propager. Elle n'a pas arrêté de travailler. C'est ce qui a rendu cela encore plus choquant. Elle tournait Above the Law avec Steven Seagal lorsqu'elle a reçu le diagnostic. Mais elle a continué à se présenter. Elle n'a jamais rien dit à l'équipe. Elle portait des perruques. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a continué à suivre une chimiothérapie douloureuse, a continué à jouer, a continué à sourire. Sa mère avait été infirmière. Alors Pam a utilisé tout ce qu'elle avait appris pour gérer la douleur sans devenir dépendante des opioïdes. Cela a demandé une force énorme, mais la douleur émotionnelle était encore plus profonde. L'homme qu'elle aimait ne s'est même pas présenté à sa première séance de chimio. Puis il a disparu pendant 5 ans, il s'est tout simplement volatilisé. Elle a affronté le combat de sa vie complètement seule. Elle a dit plus tard que le cancer vous apprend qui sont vos vrais amis. Et dans son cas, c'était une leçon brutale. Les choses ont empiré. En 1990, alors qu'elle luttait encore contre le cancer, sa sœur Krista est décédée d'un cancer du sein. Pam l'aimait comme une vraie sœur. Krista avait travaillé comme hôtesse de l'air et Pam a toujours cru que son cancer était causé par des produits chimiques toxiques provenant d'années de vol. La douleur ne s'est pas arrêtée là. Chunk, 10. Le fils de Krista, Freddy, n'a pas pu supporter le chagrin. Il a mis fin à ses jours peu après avoir perdu sa mère. Avant de mourir, Freddy avait contacté Pam, mais il avait proféré des menaces et elle avait peur. Elle ne l'a pas rencontré et cette décision l'a hantée. Quand elle a découvert ce qui s'était passé, elle s'est effondrée dans un hôtel, sanglotant alors que la police encerclait les lieux. Tout cela se passait alors que Pam elle-même se battait encore pour sa vie. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un soir, chez elle dans la vallée de San Fernando, elle regardait PBS. C'était un documentaire intitulé Healing and the Mind avec Bill Moyers. Il montrait une femme chinoise qui avait une grosse tumeur sur le dos. Après des semaines d'acupuncture, d'herbes, de thérapie par pression et de méditation, la tumeur avait disparu. Pam a pris cela comme un signe. Elle a décidé de combiner la médecine orientale avec sa chimiothérapie. Son médecin l'a envoyée chez un herboriste chinois qui lui a donné des herbes spéciales et lui a dit de boire du thé chaud avec ses repas pour nettoyer son corps. Elle a ajouté le yoga. Elle a tout suivi avec une discipline militaire. Elle croyait que l'air frais, l'eau propre et le fait d'être entourée par la nature l'aidaient à guérir. Lentement, son corps a commencé à se défendre. Un jour, les médecins lui ont dit quelque chose que personne n'attendait. Elle était en rémission. C'était il y a plus de 35 ans et elle est toujours là. Elizabeth est devenue une défenseur de la sensibilisation au cancer, en faisant pression pour des examens précoces et en rappelant aux gens que des miracles peuvent se produire lorsque vous vous battez avec tout ce que vous avez. Mais la blessure la plus profonde n'était pas sur son corps. Elle était dans son cœur. Des années après avoir survécu au cancer, elle a commencé une thérapie. C'est alors que la vraie vérité est apparue. Elle portait de la douleur depuis l'âge de 6 ans. C'est alors qu'elle a été agressée sexuellement par un groupe de garçons. Puis, à nouveau à 18 ans, par quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle n'en a jamais parlé auparavant. Chunk 11.